Et bienvenue à l'EDF Lab pour la suite du Paris-Saclay Summit avec une nouvelle session. Vous allez le voir, bluffante. Et je vois que vous êtes venus nombreux. On vous en remercie. C'est un voyage vers l'infiniment petit auquel nous vous invitons à présent. Un voyage qui tient dans une boîte d'allumettes. Notre prochain invité aime les formats ludiques et il a choisi pour cet exposé passionnant de nous parler de la physique des extrêmes par un format justement extrême, extrêmement petit. Je vous demande d'accueillir Julien Bobroff, professeur des universités à l'Université Paris-Saclay et chercheur au laboratoire de physique des solides. Julien Bobroff. Bonjour à tous. C'est l'heure de la sieste, alors il va falloir que je vous réveille un tout petit peu. Il y a 2-3 ans, pour un travail avec des étudiants en design, on s'était posé la question, ils m'avaient posé la question, tiens, c'est quoi le record de la physique? C'est quoi la plus basse température? C'est quoi la plus haute température? C'est quoi le vide le plus poussé? C'est quoi le meilleur microscope au monde? Donc moi, je leur ai dit, pas de problème, je vous ramène ça demain, vous allez voir. J'ai commencé à faire de la bibliographie, alors ça a été une catastrophe, je retrouvais aucun record. Je me suis dit, comment ça se fait? Où ils sont les records? J'étais incapable, vous voyez, en faisant de la biblio très sérieuse, de savoir quelle était la température la plus basse obtenue en laboratoire. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait 2 raisons à ça. Il y en a une, c'est qu'on n'a pas le droit de frimer quand on fait de la science. On a publié un article scientifique, on n'a pas le droit au noble titre de dire « on a été les meilleurs ». Il faut être très neutre, très sport. Il y a même des revues scientifiques, je pense à une revue par exemple américaine, qui interdisent d'utiliser certains mots. Il ne faut pas utiliser « new », il ne faut pas utiliser « record » dans le titre. C'est aux autres de juger. Donc évidemment, catastrophe pour moi qui cherchais ces records. Donc en fait, en m'acharnant, en grattant auprès de mes collègues, j'ai commencé à un peu trouver ces records. Et alors, la deuxième surprise que j'ai eue, après je me suis dit, je vais en faire un bouquin de ce truc-là. C'est pas croyable toutes les histoires qu'il y a autour du monde des records. Ça résonne un petit peu. Il y a du Larsen. Ça va? Là, je me suis dit, j'ai appelé les collègues, je leur ai dit alors, racontez-moi votre record. Je sais que c'est vous qui avez le record de la plus basse température. Dites-moi comment ça s'est passé. Vous avez sabré le champagne et tout? Et alors la surprise, c'est que ils ne s'étaient même pas rendu compte eux-mêmes qu'ils avaient battu un record du monde. Et alors là, c'était pas franchement par modestie, c'était fondamentalement. Et ça m'a vraiment choqué parce que ça les intéressait pas. Pour eux, l'enjeu, c'était pas de battre un record. L'enjeu, c'était après. Et donc à chaque fois que je leur ai demandé, alors vous avez sabré le champagne, ils m'ont répondu non, c'est le moment où on a pu commencer à bosser. Parce qu'une fois que vous avez atteint la plus basse température, par rapport à tous les collègues, soudain vous franchissez les portes d'un univers auquel personne n'a eu accès avant vous. Soudain vous êtes sur un territoire vierge et tout ce que vous allez mesurer à partir de maintenant, vous êtes le seul ou la seule au monde à le faire. Pendant un temps assez court, le temps que la concurrence vous rattrape ou vous double. Et donc vous voyez, l'enjeu du record en physique, c'est pas le record en tant que tel, c'est vraiment l'opposé de ce qu'on pourrait avoir dans le monde du sport, où une fois qu'on a eu son record, on se repose, on savoure sa médaille. C'est là où les choses intéressantes commencent. C'est ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. Alors j'aimerais tous vous les raconter, hein. J'en ai récupéré une douzaine comme ça, tous plus incroyables les uns que les autres, mais il fallait bien que je choisisse, et dans le temps imparti, je me suis dit que j'allais vous en raconter 3 aujourd'hui. Alors moi-même, j'ai fait de la physique quantique pendant une 20aine d'années en laboratoire, et puis il y a une dizaine d'années, je me suis orienté vers la question de la vulgarisation. Alors je ne suis pas devenu un vulgarisateur professionnel, j'ai monté une équipe de recherche sur la question de la vulgarisation et de l'enseignement. Comment est-ce qu'on peut vulgariser et enseigner autrement la physique? Donc évidemment, je me suis dit aujourd'hui, je ne peux pas leur faire un PowerPoint parce que si je dis que je fais des choses différentes et que je fais juste un PowerPoint, ça va être un peu triste. Et donc avec une des designeuses du groupe, Juliette Nière, on s'est posé cette question. On s'est dit, tiens, ça serait quoi un exposé sur la physique des records, sur la physique des extrêmes? Donc on s'est dit qu'il fallait que nous aussi, avec cet exposé, on batte un record du monde, quoi, que ça serait quand même la classe. Donc je vous propose un record du monde en direct. Alors je vous préviens, la moitié de l'exposé rate en direct, d'autant que je n'ai pas mes lunettes, donc en général, je ne vois pas grand-chose à ce que je fais. Alors là, je veux bien avoir un retour écran de ce qui se passe, moi, là. J'attends avec une grande patience. Ah, ça y est. Et là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ces 2 carrés? Donc alors là, c'est ma main, d'accord? Et là, c'est ce que voit le microscope. Et donc, je vous présente, attention, en direct, en première ou presque sur le plateau de Saclay. Où est-ce que c'est? Ah mince. Alors, n'applaudissez pas, croyez-moi. Donc c'est quoi le plus petit exposé du monde? Alors on s'est demandé, on s'est posé des questions, on a essayé de voir qui avait essayé de faire ça. Bon, alors vraiment, clairement, personne, tellement c'est stupide.
Donc on est sûr à peu près d'avoir le record du monde du plus petit exposé du monde. Alors c'est pas le plus court, c'est vraiment le plus petit puisqu'il tient dans une boîte d'allumettes. Et donc ce que je vais faire, on a triché un petit peu, c'est une boîte d'allumettes par record. Alors j'en ai 8 boîtes d'allumettes, mais je vous en ai choisi 3 pour aujourd'hui. Alors les 3 que j'ai choisis parce qu'on est sur le plateau de Saclay. Moi je suis un local, hein, j'ai fait toute ma vie ici, toute ma carrière ici, même mes études. Et donc je voudrais vous parler aujourd'hui de recherches et de records qui n'ont pas nécessairement eu lieu sur le plateau de Saclay, mais qui sont vraiment en lien direct avec des recherches qu'on fait ici, autour de vous, physiquement, vraiment à quelques centaines de mètres de là. Et je commence avec un des records que je préfère, que je trouve très drôle. C'est le record de la pression la plus élevée. Alors c'est quoi la pression ? La pression, c'est quand on appuie. Voilà, là je mets de la pression sur ma main. Même si je ne mets pas de la pression sur ma main et puis même tout mon corps, il subit la pression de l'air dans la pièce. On dit que c'est une atmosphère ou un bar. Ça appuie monstrueusement. On ne s'en rend pas compte parce que coup de chance, à l'intérieur de notre corps, ça appuie dans l'autre sens. Mais là, en ce moment, sur mon visage, il y a en gros 300 kilos qui appuient. Sur mon corps, je crois que c'est 10 tonnes. C'est monstrueux, la pression atmosphérique. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'à l'intérieur, ça appuie dans l'autre sens, donc on est assez heureux. Mais il y a des physiciennes et des physiciens qui se sont dit, et qu'est-ce qui se passe si on augmente la pression ? Donc ça, c'est un jeu auquel on a joué un peu tout au long de l'histoire de la science. Que devient la matière si on appuie, si on écrase ? Vous avez plein de techniques pour écraser. Il y a plein de vidéos sur Internet où on voit des grosses presses qui écrasent des tas de trucs qui font comme ça et tout. Évidemment, ça a ses limites. Si vous voulez essayer de battre un record et atteindre des pressions véritablement élevées, il va falloir utiliser des outils de pointe. Et alors de pointe à tous les sens du terme. Donc là, vous allez comprendre ma galère. Alors, je commence. Donc, si vous voulez créer de la pression en laboratoire sur un matériau, il n'y a pas le choix, il faut l'écraser. Alors la technique, vous allez voir, elle est très simple. Je reprends ma main. Si j'appuie, là, je fais un peu de pression. Si je fais exactement la même force, mais avec mon ongle, là, j'ai beaucoup plus mal. La pression, elle ne dépend pas seulement de la force avec laquelle vous appuyez, mais de la surface sur laquelle vous appuyez. Avec mon ongle, si je prenais un clou, ça serait encore pire. Plus la surface est petite, et plus la pression est grande pour une même force. Donc la technique, elle est très simple. Essayez pas de faire des forces gigantesques. Essayez juste de faire des choses pointues et d'appuyer. Donc avec un clou, ça marche assez bien. Si vous voulez pousser encore, ce qu'il vous faut, c'est non seulement un matériau pointu, mais solide. Parce qu'il ne faut pas que lui-même, il pète dans l'expérience. Et donc le matériau idéal, je vous en ai emmené un avec moi, c'est un diamant. Il est très beau, mon diamant. Il reflète, vous voyez, il est sublime. Alors, ça ne suffit pas un diamant, il vous faut un deuxième diamant. Donc c'est des expériences onéreuses. En général, on prend des diamants artificiels. Et vous voyez que le diamant, si vous le taillez en pointe au bout avec une certaine délicatesse et que vous taillez la bonne forme de pointe et que vous écrasez, alors je vous ai emmené un matériau avec moi pour écraser en direct, on fait des expériences en direct ensemble. Voilà le matériau. Si j'écrase, ça écrase et ça crée de la pression sur le matériau. Vous comprenez le principe ? J'écrase, voilà. Je vais un tout petit peu baisser la lumière. Voilà. Et la question, c'est jusqu'à combien on peut aller ? Alors, si vous utilisez des diamants comme ça et que vous écrasez, on a amélioré les techniques au fur et à mesure du XXe et XXIe siècle. En gros, vous pouvez, si vous vous y prenez bien, atteindre 1 million de bars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 1 million de bars ? Alors, vu que je suis physicien, je vous ai emmené avec moi les ordres de grandeur. On adore faire des échelles logarithmiques et des ordres de grandeur, nous les physiciens. Donc là, voilà, elle est là-haut, vous n'allez pas y échapper. Donc le principe de cette échelle-là, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire que quand je me déplace d'un cran, j'ai divisé par 10. C'est hyper violent. Si là, par exemple, je suis à 1, là, c'est alors ouais, je l'ai fait en Pascal, c'est la bonne unité, c'est une unité complètement pourrie, mais on n'a que ça, voilà, c'est l'unité internationale. Donc là, en ce moment, on n'est pas à 1, on est à 100 000. Bon, voilà. Donc on démarre ici, on est à 100 000 pascal, une atmosphère. Et vous vous souvenez, quand je décale d'un cran, je divise par 10. Donc si je vais par là, je vais vers le vide, et là, je suis à peu près dans le vide de l'espace, 10 puissance moins 15. C'est incroyablement vide, il n'y a quasiment plus rien dans l'espace, très peu de molécules. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller de l'autre côté. Donc on va aller par là, et 1 million de bars, on est à peu près par là. C'est 1 million de fois la pression que je subis en ce moment dans cette pièce. Si vous allez au-delà, votre diamant, il pète. Donc on pourrait se dire, c'est dommage, l'histoire va s'arrêter là. Mais non, c'est là que commencent à intervenir mes super chercheurs des extrêmes. Donc il y en a 2 que j'ai rencontrés notamment, qui est un couple, en fait, qui s'appelle Natalia et Léonid Dubrovensky. Alors eux, c'est des champions de la pression. Ils adorent faire des enclumes diamants les plus parfaites au monde pour écraser et aller plus haut que les collègues. Ils ont eu une idée géniale, que je vais vous montrer au microscope. C'est de prendre un diamant, de le tailler assez fin, et puis au bout, vu que ce n'était pas encore assez fin, ils ont pris une sphère en diamant, toute petite, ils l'ont coupée en 2, et ils l'ont collée au bout du diamant. Vous la voyez, la sphère ? Très délicat. Alors pourquoi c'est très malin ? Parce que si vous faites la même chose en dessous, vous avez 2 demi-sphères qui arrivent l'une contre l'autre, et donc le point de contact, c'est un seul point. C'est une toute petite surface. Alors dit comme ça a l'air facile, c'est une galère pour arriver à ajuster la sphère, à ce qu'elle ne casse pas, à mettre l'autre en dessous, à bien aligner, à bien écraser, etc. Mais ils y sont arrivés,
Et avec ça, ils ont réussi à monter à 9 millions de bars, 9 millions de fois la pression atmosphérique. Vraiment le record dans ces objets-là que sont des enclumes diamants. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça comme physique? Je vous l'ai dit, ça ne sert à rien de juste faire ça, il faut s'amuser ensuite dans ce nouveau territoire. Donc eux, ils se sont amusés à faire de la chimie, et une chimie nouvelle. Par exemple, ils ont mis de l'azote, ils ont mis du phosphore, ils ont mis différents matériaux, et ils ont réussi à créer des alliages qu'on n'avait jamais vus avant. Vous voyez, une sorte de chimie sous pression. On arrive à forcer les atomes à s'assembler comme ils ne s'assembleraient pas d'habitude et à créer toute une gamme d'alliages incroyables et toute une gamme de nouvelles matières, en fait. Mais l'expérience que je vais vous raconter là, elle a eu lieu sur le plateau de Saclay, au synchrotron Soleil. Et alors, elle m'amuse vraiment. Elle a été faite par Paul Loubert et son équipe. Alors, Paul Loubert, lui, il avait une autre stratégie. Il s'était dit, voilà, les enclumes avec 2 hémisphères, c'est une galère. Ça serait bien que quand même je taille l'enclume comme il faut et je me serve juste d'elle comme ça, pour pouvoir mettre les échantillons que je veux entre les enclumes diamants. Et il a raisonné à l'envers. Avec son équipe, et en particulier avec Enes Devel, ils se sont dit, on va faire péter le diamant et on va regarder comment il casse. Et donc, ça va nous dire comment le corriger pour qu'il casse moins. Vous voyez, toute une rétro-ingénierie qui permet de décider finalement comment tailler le diamant. Et alors, la taille parfaite de diamant, je vous la montre. S'il est là dans la pièce, il va me détester parce que vraiment, ça ne rend pas justice à son travail. C'est ça, donc là, on n'y voit rien. On n'a pas réussi à imprimer plus fin. C'est une sorte de cratère. On appelle ça un toroïde. Ça monte un peu comme un volcan, ça redescend et ça remonte un petit peu comme une île dans le volcan. Si vous taillez cette forme-là de la façon la plus parfaite, et ça leur a pris 10 ans pour concevoir ça, c'est des échelles de temps monstrueuses, c'est pas juste « oh tiens, j'ai une idée, je taille, c'est bon », et que vous arrivez à faire ça sur 2 diamants et à les écraser l'un sur l'autre, vous pouvez monter en pression et vous pouvez travailler sur des échantillons un peu plus gros que ceux de Léonide et Natalia. Et ça vous permet de faire une expérience en particulier, l'expérience clé, une expérience dont tout le monde rêvait depuis 50 ans, et même depuis plus longtemps encore, c'est l'hydrogène. Voilà, il y avait une vieille prédiction dans la physique quantique qui était de dire si vous prenez du gaz d'hydrogène, de dihydrogène, vraiment le truc le plus léger possible, et que vous l'écrasez sous pression, ben voilà ce qui va se passer. Alors je vais vous le faire en direct, attention, effet spécial. Donc là, c'est le gaz. Et donc, si vous l'écrasez comme ça entre vos diamants, ce qui se passe, c'est ça, regardez bien. Si vous avez mis des joints autour, vous rapprochez les atomes et donc vous fabriquez un solide. Et donc, vous pouvez rendre l'hydrogène solide. Mais ce n'était pas ça qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'était une prédiction de la physique quantique qui disait si vous rendez l'hydrogène solide, ça risque de devenir un métal et peut-être même le meilleur métal qui existe et peut-être même le meilleur supraconducteur qui existe sur Terre. Et il y avait des calculs très savants qui expliquaient pourquoi. Et personne n'y arrivait. Personne n'arrivait à mettre du gaz d'hydrogène, à l'écraser suffisamment pour qu'il devienne solide, métallique, et qu'on observe ces propriétés-là. On arrivait à le rendre solide, mais on n'arrivait pas à le rendre métallique. Et on est il y a quelques années, et Paul Loubert, avec sa nouvelle enclume diamant toroïdale, vous voyez qu'il y a des besoins de progrès technologiques pour arriver à la physique de l'extrême, tente l'aventure avec 2 collègues, ils vont au synchrotron, ils ont 3 jours, il m'a raconté, pour faire ça. Le synchrotron n'a pas beaucoup de temps parce qu'on doit partager avec tous les collègues. Ils arrivent le premier matin, ils mettent leur gaz dans l'enclume, ils l'écrasent, et quelques heures après, ils commencent à observer des choses apparaître. Alors, je vous ai emmené l'article avec moi. Là, je suis sympa. Donc, voilà l'article. Ah ouais, non, là, je vais au bout de mon truc. C'est là où vraiment, j'espère qu'il n'est pas dans la pièce. Alors, je ne sais pas si vous voyez... Non, on ne voit pas la courbe. On va la zoomer. Vous inquiétez pas, j'ai un microscope. C'est vraiment l'exposé le pire. Alors, voilà la courbe. C'est une courbe à suspense, parce qu'on ne va pas la voir d'un coup. Donc, on va tracer ici, en gros, l'intensité de la façon dont le matériau réagit à de la lumière infrarouge en fonction de la pression. Donc, quand je vais me décaler vers la droite, on va augmenter les pressions. Là, il parle en gigapascal pour vous compliquer la vie, mais là, en gros, on est à 3 millions de bars. Et là, on va monter vers 4 millions de bars. Et ils vont regarder ce que devient l'hydrogène. Alors, regardez bien, au début, c'est un gaz. Regardez les points rouges. Ça descend, et soudain, il n'y a plus rien. Soudain, le signal disparaît. Et là, ils se disent, à 420 gigabars, à 4,2 millions de bars, il s'est passé quelque chose dans l'expérience. Et là, c'est un peu le drame. C'est-à-dire qu'il y a 2 possibilités. Première possibilité, ils viennent d'obtenir de l'hydrogène métallique, dont la réponse change par rapport à ce qu'ils avaient avant. Et c'est la grande première internationale, et c'est génial, et c'est le Graal des physiciens, et ils sont ravis, et c'est champagne. Ou alors, en fait, l'hydrogène s'est juste barré de l'expérience, et il mesure rien, en fait. Et là, il m'a raconté que ça a été un peu le cas de conscience. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à pousser la pression, parce qu'on va peut-être voir des choses nouvelles apparaître? Ou est-ce qu'on attend sagement, et on redescend pour voir s'il y a encore de l'hydrogène? Et donc, ils se disent, on laisse la nuit passer. Donc, ils laissent la nuit passer, ils reviennent le lendemain matin, tôt le matin. Je ne sais pas s'ils ont voté ou pas dans l'équipe pour décider ce qu'ils feraient, mais à la fin, ils ont décidé d'être prudents et de redescendre en pression. Et donc là, maintenant, c'est les points bleus. L'hydrogène est réapparu.
L'hydrogène n'était pas parti, il venait d'obtenir pour la première fois du dihydrogène métallique. Et donc ce que ça vous montre, cette expérience, c'est qu'on peut atteindre des nouveaux états de la matière totalement incroyables, souvent très quantiques par nature. On n'a pas encore vu si c'était supraconducteur ou pas, ça reste à faire. Il y a des collègues en Allemagne notamment qui se sont amusés à faire exactement la même expérience, mais en ajoutant un petit peu dans la potion de départ, dans l'hydrogène de départ, d'autres atomes, par exemple du lantane ou du soufre. Et en faisant ça, pareil, ça s'est solidifié. Et eux, ils ont vu que non seulement ça devenait métallique, mais ça devenait supraconducteur, ça devenait le meilleur supraconducteur qu'on ait jamais eu sur Terre. Donc eux, ils ont vraiment sablé le champagne, ils ont fait la une de Nature, de Science, ça a été incroyable à l'époque. Alors manque de chance, peu de temps après, il y a un Américain qui a fait des expériences encore plus incroyables, améliorant les records et faisant des tonnes de publications, dont on s'est rendu compte que c'était complètement bidon et qu'il avait tout inventé. Donc ça a jeté un peu de discrédit sur le domaine, mais les mesures allemandes, on pense qu'elles sont assez solides et qu'elles sont vraies et qu'elles ne sont pas inventées pour le coup, comme l'avait fait l'Américain en question. Donc vous voyez, en repoussant les extrêmes, en repoussant la pression au maximum, on peut atteindre des états nouveaux. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une expérience, que là je n'ai pas en vrai ici, parce que ça serait impossible, qui est le vrai record du monde. Ça, c'est le record du monde avec du diamant. Mais il y a des Américains qui se sont dit on va faire le record du monde sans diamant, avec la technique la plus bourrine qu'on puisse imaginer sur Terre. Donc on est au National Ignition Facility, à Livermore, aux États-Unis, et vous imaginez 2 stades de foot de rayons laser les plus puissants au monde. D'accord ? Vous avez 178 rayons laser ultra puissants. Et le jeu, ça va être d'envoyer les 178 rayons laser simultanément, de façon parfaitement synchronisée, tous ensemble sur un échantillon, en les focalisant. Donc c'est vraiment étoile de la mort. Alors je dis étoile de la mort parce qu'il y a une espèce d'énorme sphère vide. Ils mettent au milieu l'échantillon, ils vont tous très loin, et ils balancent tous les lasers d'un coup. Je crois que c'est l'équivalent de 20 centrales nucléaires, un truc comme ça. C'est monstrueux la puissance en jeu. Et ce qui se passe quand on crée une telle énergie sur un tout petit bout de matériau, c'est que ça va créer une onde de compression qui va comprimer les atomes, qui vont ensuite partir comme ça, on va pouvoir le mesurer, et on va voir ce que devient le matériau. Alors qu'est-ce qu'ils mettent comme matériau dans leur machine ? Ils vont mettre du diamant. Ils vont se dire le seul matériau qui peut éventuellement résister à ça, c'est du diamant. Alors les calculs théoriques prévoient que le diamant va se volatiliser complètement, qu'il ne va pas tenir le coup, parce que la pression qu'ils atteignent dans cette machine-là, c'est jusqu'à 50 millions de bars. C'est-à-dire qu'on est 10 fois plus que Paul Loubert, qui était déjà 10 fois plus que n'importe qui. Et donc ils mettent un bout de diamant, ils font l'expérience, et alors là, surprise incroyable, le diamant a tenu le coup. Le diamant ne s'est pas volatilisé, le diamant est resté à l'état solide dans l'expérience, ce qui contredit un petit peu les prédictions. Et donc ça vous montre que là, on est à cette frontière très intéressante pour les physiciens et les physiciennes. C'est la frontière où soudain, on ne comprend plus trop. Soudain, on obtient des comportements inattendus. Tant qu'on obtient des comportements attendus, on est content, on les publie et tout, mais on est un peu frustré. Dès que c'est inattendu et que ça contredit un peu ce qu'on pensait, alors là, on est ravi en général. Et c'est ce qui est arrivé à Livermore il y a quelques années. C'était ma première extrême. Et j'enchaîne, donc ça, je mets tout à la poubelle, hop. Et j'enchaîne avec une deuxième extrême, alors là, qui me touche personnellement, parce que j'ai fait beaucoup d'expériences, moi, avec ces techniques-là, c'est les champs magnétiques. Comment fabriquer le champ magnétique le plus élevé sur Terre, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Alors ça, c'est une expérience assez marrante à faire. Le principe est ultra simple, c'est encore plus simple qu'avec les diamants. Pour faire un champ magnétique, vous avez 2 techniques. La première, c'est que vous prenez un aimant, un petit aimant comme si, je sais pas, sur vos frigos par exemple, et vous aurez un champ magnétique qui est pas mal quand vous êtes tout près de l'aimant, mais dès que vous vous en écartez, il va réduire très vite. Et donc ça ne va pas être très intéressant pour faire des expériences. Si vous voulez un champ magnétique plus élevé, alors là, vous n'avez pas le choix. Il faut utiliser une technique qui a été découverte au début du 19e siècle par Ørsted. C'est de prendre de façon paradoxale, pas du tout un aimant, rien de magnétique, prendre juste du fil de fer et de faire une bobine. Si vous faites une bobine avec du fil de fer, vous pouvez essayer chez vous ce soir, puis que vous mettez du courant, vous essayez de mettre une pile dedans. Si vous approchez une boussole, vous allez voir qu'elle s'aligne. La raison à ça, c'est qu'en fait, quand vous mettez du courant dans une bobine, il apparaît un champ magnétique. Ces espèces de lignes invisibles là que vous voyez, c'est les lignes du champ magnétique, un peu comme le champ terrestre. D'ailleurs, le champ terrestre, il marche à peu près comme ça. Il ne marche pas du tout parce qu'il y a des aimants au cœur de la Terre. Il marche parce qu'au cœur de la Terre, il y a un noyau en fusion et qu'il y a en gros du liquide métallique qui fait des tourbillons. C'est une sorte de super électroaimant, notre Terre. Donc, si vous voulez un champ magnétique élevé, c'est très très facile. La recette, alors là, pour le coup, elle est vraiment simple. Vous prenez une bobine, vous faites le plus de spire possible, le plus serré possible. Vous mettez le plus de courant possible dedans et vous aurez le champ le plus élevé possible. Si vous mettez 2 fois plus de courant, vous avez un champ 2 fois plus élevé. C'est hyper simple. Alors, c'est hyper simple, mais il y a un petit problème. C'est qu'il y a un effet de physique qui va vous tuer, c'est l'effet Joule. Quand on met du courant dans un fil électrique, ça chauffe. C'est ça qui permet de faire marcher les chauffages et les grille-pains. Donc là, vous avez un super grille-pain. Si vous mettez beaucoup de courant dedans, ça chauffe très très bien et au bout d'un moment, ça fond.
Donc il y a plusieurs techniques pour parer à ce problème. L'une d'entre elles, c'est d'utiliser un fil qui ne résiste pas, où il n'y ait pas d'effet Joule. Il se trouve qu'il y a des matériaux, je viens de vous en parler juste avant, c'est les supraconducteurs. C'est les matériaux qui conduisent parfaitement le courant. Et avec ces matériaux-là, vous pouvez mettre autant de courant que vous voulez, aucun problème, zéro résistance, zéro effet Joule, ça marche parfaitement. Et ça permet de faire des champs magnétiques monstrueux. Alors je vous montre les échelles de grandeur, comme toujours, vous vous souvenez de mon échelle là-haut. Chaque fois que je monte d'un cran, c'est 10 en 10. Voilà le champ magnétique terrestre, dans des unités à nouveau complètement pourries, puisque le champ magnétique terrestre fait 0,00003 Tesla. Voilà. Il est là. Si vous voulez regarder, je ne sais pas, par exemple, un magnet sur votre frigo, vous êtes par là. Une carte bleue, vous êtes par là. Si vous cassez vos écouteurs d'iPhone ou de je ne sais pas quoi, il y a des petits aimants dedans, vous êtes par là. Peut-être par là. Si vous allez dans un hôpital faire une IRM, vous êtes là. Vous êtes à 1 Tesla. C'est déjà énorme. C'est énorme pas seulement pour la valeur du champ, mais parce qu'il est sur un gros volume. Il faut que votre corps il subisse 1 Tesla globalement. C'est pour ça qu'on vous dit d'enlever vos ceintures, d'enlever vos cartes bleues et autres, parce que sinon elles seraient magnétisées par le champ magnétique. Si vous voulez aller au-delà, vous utilisez des supraconducteurs. Et en fait, déjà, les IRM dans les hôpitaux utilisent des supraconducteurs. Et donc, on peut monter. Et alors là, manque de chance, on s'arrête là. On s'arrête là parce qu'au-delà de, en gros, une quinzaine de Tesla, peut-être 20 parfois, les supraconducteurs arrêtent d'être supraconducteurs. Alors là, vraiment pas de chance. Mais vous avez un peu compris le truc maintenant. À chaque fois qu'on dit aux scientifiques, ça sera plus possible, ils se disent « Waouh, c'est chouette, on va pouvoir inventer un truc nouveau ». Donc là, ils se sont dit « C'est plus possible, pas de problème, on va vous inventer un nouveau type de bobine ». Alors on pourrait se dire « Waouh, ils ont une astuce technologique incroyable ». Alors non, ils ont repris des bobines en cuivre et ils ont mis de l'eau dessus pour les refroidir. Donc là, par exemple, il y a une bobine à Grenoble, dans le laboratoire national des champs intenses. Moi, j'ai été travailler là-bas. La bobine est incroyable. C'est une espèce de machin comme ça, qui fait 3 mètres de haut, qui est énorme et tout. Et en gros, dedans, c'est une bobine. Alors, avec des astuces de métallurgie incroyables, mais dans laquelle on fait circuler 300 mètres cubes par seconde d'eau. D'accord ? Donc, il vaut mieux avoir un fleuve pas loin. Et puis, on balance du courant, beaucoup de courant. Dans cette bobine-là, par exemple, ils balancent du courant correspondant à peu près à une ville de 2000 habitants. Ça veut dire qu'en général, ils doivent demander à Grenoble l'autorisation pour pouvoir faire leurs expériences, et souvent, il vaut mieux les faire la nuit que le jour pour des raisons de consommation électrique. Donc, ce n'est pas des petites expériences, c'est des expériences vraiment volumineuses et massives. Mais en faisant ça, et en mettant ce courant-là, ils arrivent à monter là. C'est un peu décevant. On était là, on est passé là. Le record actuel, à peu près, pour les champs intenses comme ça, c'est 50 Tesla. Et donc, on leur a dit, il faut s'arrêter là. Alors ça, c'était très frustrant parce qu'il y avait des tas de problèmes de physique dont on sentait qu'ils allaient se résoudre vers 100 Tesla. Mais à 50, c'était plus possible. Alors pourquoi ? Ce n'est pas une question d'eau, c'est vraiment une question mécanique. C'est qu'il y a des forces magnétiques tellement gigantesques qu'au bout d'un moment, la bobine, elle explose. Et donc là, les physiciens se sont dit, pas de problème, on a une autre idée. On va à Toulouse, on était à Grenoble, on va à Toulouse, laboratoire des champs intenses de Toulouse. Donc à Toulouse, il y a une cave dans laquelle il y a des capacités électriques. On est à EDF là, donc je ne peux pas dire mieux. Et donc en gros, ils bourrent d'électricité leur capa. Après, ils disent, tout le monde sort, donc tout le monde sort du labo. Puis ils appuient sur un bouton. Et à un moment donné, un peu comme les lasers de tout à l'heure, vous voyez, très synchro, à un moment donné précis, on balance tout le courant dans la bobine. Donc vous pouvez mettre bien plus de courant, par contre, il s'évapore presque instantanément, le courant. Le gros intérêt, c'est que la bobine n'a pas le temps de trop chauffer. Donc vous faites une expérience, en gros, moins longue. Moins longue, c'est-à-dire plutôt une milliseconde que quelques heures ou quelques jours. Et puis après, le prix à payer, c'est qu'il faut attendre 1 ou 2 heures que la bobine refroidisse à nouveau pour pouvoir refaire une expérience. Donc vous avez un point toutes les 3 heures. D'accord ? C'est un peu pénible. J'ai déjà travaillé avec ces bobines-là. On appelle ça des champs pulsés. Un pulse, une impulsion. Mais avec ça, on peut aller jusque-là. On peut aller jusqu'à 150 Tesla. Et je vais vous montrer un exemple d'expérience qui a pu enfin être faite grâce à ces bobines pulsées au Japon, à Tokyo, et auquel on n'avait pas de réponse jusqu'à ce qu'on arrive à développer ces bobines. Alors l'expérience, elle est dans un matériau qui est un matériau géologique, en fait, strontium borate, voilà, qu'on trouve dans certaines mines, qu'on peut fabriquer de façon artificielle. Donc, on vous en a amené un petit bout, là, voilà. Et vous le mettez dans la bobine, vous avez compris le truc, hop, voilà. Vous faites sortir tout le monde du labo, et vous balancez le champ, et ce que vous allez mesurer, c'est le magnétisme dans cette pierre. Et dans cette pierre, il y a un magnétisme assez étrange. Le magnétisme, c'est quoi ? C'est des petits aimants sur chacun des atomes qui s'alignent tous entre eux. C'est ça qui fait que du fer, c'est magnétique, ou qu'un aimant, c'est magnétique. C'est en fait plein d'aimants atomiques, on appelle ça des spins, qui sont tous mis au garde à vous, voyez, comme une armée bien rangée. Donc tous leurs effets s'ajoutent, donc à la fin, vous avez un gros aimant. Et ce matériau-là, il est hyper curieux. Ce matériau-là, quand on l'analyse, au début, il n'est pas magnétique. Les spins se mettent n'importe comment. Et puis quand on commence à mettre du champ magnétique, ce à quoi on s'attend, quel que soit le matériau dans l'univers, quand vous prenez un matériau et que vous le mettez dans un champ très élevé, au bout d'un moment, quoi que vous fassiez, vous avez mis tellement de champ magnétique que tous les spins du matériau, hop, ils s'alignent au champ comme des boussoles. Ils n'ont pas le choix. Comme une boussole sur Terre, mais là, votre Terre, elle est vraiment puissante. Mais pas dans ce matériau.
dans ce matériau, ils n'arrivaient pas à aligner les spins. Il y avait des spins, ils étaient dedans, mais pour des raisons géométriques et pour des raisons quantiques, les spins étaient frustrés, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre eux et à tous bien s'aligner. Et ça rendait fous les chercheurs et les chercheuses. Et donc ils se disaient, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle bobine qui arrivait, un nouveau record du monde, on arrive, et ils venaient avec leur borate, là, pour la mettre dans la bobine et voir ce qui se passait, et les spins continuaient à ne pas s'aligner. Et puis là, ils se sont mis à avoir des effets encore plus étranges, des plateaux. C'est-à-dire que les spins commençaient à s'aligner, et puis soudain, ils s'arrêtaient tous, et puis ils ne bougeaient plus, puis on pouvait continuer à monter le champ, ils restaient comme ça, et puis soudain, ils se remettaient à bouger, puis ils seraient arrêtés. Des plateaux d'aimantation, mais jamais ils se mettaient tous alignés. Et enfin, il y a 1 ou 2 ans, à Tokyo, ils ont réussi à faire une expérience à 139 Tesla, 139 fois une IRM d'hôpital. Et dans cette expérience à 139 Tesla, enfin, tous les spins se sont alignés. Et puis après, en revenant à rebrousse-chemin, on va dire, ils ont essayé de comprendre ce qui se passait, et ils se sont rendus compte qu'en fait, les plateaux, c'était pas n'importe quoi. Ce qui se passait, je vous ai emmené un petit film du truc sous microscope. Donc au début, vous vous souvenez, vous n'avez rien fait, les échantillons, les spins sont n'importe comment. Et puis si vous mettez un champ énorme, ils sont tous bien alignés. Mais au moment où ils se fichent sur les plateaux, là, au champ intermédiaire, en fait, ils ne se mettent pas complètement n'importe comment. Vous voyez, une sorte d'organisation. Ce n'est pas une organisation parfaite. Et donc ce qui se passait, c'est que les spins, c'était un peu comme une armée qui faisait n'importe quoi. Soudain, on leur dit « garde à vous ». Et ils se mettent un garde-à-vous, mais à eux, vous voyez, une sorte de danse collective. Il y en a qui se mettent comme ça, d'autres comme ça. Mais si vous regardez de loin et que vous réfléchissez vraiment, vous vous rendez compte qu'en fait, ils ont une organisation à eux. Et puis après, ils choisissent une autre organisation, et puis une autre organisation. Et finalement, à 139 Tesla, ils acceptent de tous faire ce qu'on leur demandait depuis le début, c'est-à-dire s'aligner parfaitement. Et j'ai discuté avec les chercheurs et les chercheuses qui travaillaient là-dessus. Je leur ai dit, bon, c'est sympa votre truc, mais est-ce que c'est vraiment incroyable? Et eux, ils étaient subjugués. Moi, j'étais subjugué à quel point ils étaient subjugués, parce qu'ils me disaient, mais tu te rends compte, 139 Tesla? Je dis, oui, 139 Tesla, bon. Ils me disaient, mais 139 Tesla, ça veut dire qu'il y a des spins qui arrivent à résister à 138, ils ne sont pas encore comme ça, qui à 138 Tesla arrivent pour des raisons quantiques à résister à un champ magnétique de 138 Tesla. C'est contre nature. Moi, j'ai travaillé dans le magnétisme, c'est impossible qu'un spin résiste à 138 Tesla. Et là, dans cet échantillon de strontium et de borate, pour plein de raisons physiques très fines, les spins ont fait une sorte de danse harmonieuse à laquelle on ne s'attendait pas du tout. On appelle ça des liquides de spin. Mais ce n'est pas le record du monde. Le record du monde, je vous l'ai gardé pour la fin, c'est mon record préféré. Quand on me demande c'est quoi ton record préféré, c'est celui-là. C'est un record qu'a mené Shijiro Takeyama au Japon, à Tokyo aussi, dans le même labo. Et Shijiro, lui, il voulait aller au-delà des champs pulsés qui s'étaient arrêtés à 150 Tesla à peu près. Et donc il s'est dit, moi je vais utiliser une autre technique, la technique de compression magnétique. Alors dit comme ça, c'est très classe, vous allez voir que c'est une catastrophe. Vous prenez votre bobine et votre champ magnétique de départ, pas trop élevé, tranquille, et dedans, vous mettez un petit tube métallique. Il est là, mon tube, et vous le glissez dans la bobine. J'essaie de le glisser dans la bobine, c'est pas facile. Voilà. Il est dans la bobine. Donc à l'intérieur du tube, maintenant, il y a un champ magnétique. Jusqu'à présent, vous n'avez pas fait grand-chose. Et autour du tube, vous allez mettre un petit bracelet électrique. C'est-à-dire que ce bracelet électrique, c'est quoi? C'est un endroit dans lequel vous pouvez balancer du courant sans problème. Et vous allez relier ça, comme d'habitude, à la cave dans laquelle vous avez bourré des capacités d'électricité. Donc je vous le refais, on a un tube, il a un champ magnétique tranquille à l'intérieur de lui, pas énorme, et soudain, à un moment donné, vous allez balancer autour de lui un autre champ magnétique bien plus intense dans ce collier. L'effet que ça va avoir, évidemment, ça va être de créer du magnétisme, mais surtout, ça va être un effet mécanique. Vous savez, les deux aimants se repoussent, c'est-à-dire on les sent, les forces. Et bien là, si je fais ça bien et que je mets un champ magnétique élevé sur la bobine, elle va se comprimer. Elle va subir des forces magnétiques, elle va se comprimer. Et Shijiro Takeyama, lui, il arrive à balancer un courant tel que la bobine, elle se comprime à des kilomètres par seconde. C'est monstrueux. Donc la bobine, en un instant, en quelques microsecondes, s'écrase sur elle-même. Elle implose. Elle explose pas, elle implose. Alors à quoi ça lui sert tout ça? Eh bien, c'est que quand ça implose suffisamment vite, ça a un effet, ça comprime le champ. Regardez bien, ça c'était le champ avant, et ça c'est le champ après. Vous imaginez, il y a mon petit tube au milieu. En fait, quand vous écrasez le tube, le champ qui était à l'intérieur de lui, vous voyez, se resserre sur lui-même, les lignes de champ se resserrent, et en se resserrant, il augmente. Et plus vous allez vite, plus le champ va augmenter. Alors pourquoi c'est mon record préféré? C'est, je pense, à cause du déroulé. Je dis, ah bon, et alors comment on fait? Il dit, bah alors première règle, tout le monde sort dehors. Et puis alors le labo, on avait fabriqué un labo spécial, on a mis un labo dans un labo. Donc ils ont fait une salle de manip qu'ils ont mis dans un grand hangar. Et puis la salle de manip, ils ont mis dessus une sorte de parachute sur le toit pour amortir l'explosion. Parce que quand un machin implose, ben il implose. D'accord?
Donc il me dit, alors voilà, tu vois, on avait préparé le truc, on avait préparé, puis après on sort dehors avec des extincteurs, hein, on se met dans la rue avec des extincteurs. Et donc vous les voyez, voilà, ils sont là, à Tokyo, dans la rue avec des extincteurs, puis ils appuient sur le bouton, donc là ça fait tout péter, et après ils courent à l'intérieur pour éteindre l'incendie. Donc je vous ai emmené le film de l'explosion. Donc il n'y a plus d'expérience hein, après, tout a fondu. D'accord? Alors ça c'est vu de l'extérieur, regardez bien le parachute. Voilà, le labo il est en dessous. Et puis il me dit, un jour quand même, il y a eu un problème. Un jour, il s'est passé un truc, on a senti vraiment le sol vibrer sous nos pieds. Et alors, au Japon, ils savent ce que c'est que le sol qui vibre, hein, ils connaissent quand même les séismes et autres. Il a dit, là, on a senti que vraiment il y avait un truc. Puis quand on est revenu, on a vu qu'il n'y avait plus de porte. On s'est dit que là, on avait un peu mieux réussi que les autres fois. Et je vais vous montrer la courbe qu'ils ont mesurée. Je vous ai emmené l'article avec moi, hein, il est là. Alors, où elle est la courbe? Elle est là. Attendez, je chope la bonne page, j'y vois rien. Voilà la courbe. Donc, la courbe, elle est là. Donc là, on va regarder comment fait le champ magnétique au cours du temps. Donc là, c'est le champ magnétique, hein, vous n'y voyez absolument rien. Et vous allez regarder comment il croît au cours du temps pendant que ça implose. Donc là, c'est en train d'exploser. Ça monte, vous dites, bon, ça monte. Et là, regardez bien là. Vous arrivez à lire le chiffre? 1200 Tesla. Dans cette expérience, pendant quelques microsecondes, il a réussi à faire monter le champ magnétique à 1200 Tesla. 10 fois le record précédent. Alors là, je lui ai tout de suite dit, waouh, et alors, est-ce que tu as regardé tel élément, tel truc, tel machin? Il dit, non. Alors déjà, ça veut dire que votre expérience, tout fond, tout explose. Donc si vous mettez un échantillon, chaque nouveau point, c'est un nouvel échantillon. Hein, donc quand même, faut pas. Et c'est une expérience incroyablement complexe et délicate. Quand j'ai demandé aux autres collègues spécialisés des champs intenses, mais pourquoi vous ne faites pas tous pareil? Ils m'ont dit, parce que c'est pas possible, quand on fait péter le labo à chaque fois, on contrôle rien, il faut mesurer dans des temps incroyablement courts. C'est très compliqué de mesurer dans des temps aussi courts. Et donc ça vaut pas le coup. Et donc pour l'instant, on se contente plutôt de 150 ou 200 Tesla et on n'essaye pas de faire le truc de Shijiro, qui est tellement le fou furieux dans la communauté, qu'on respecte pour son exploit, mais dont on se dit c'est pas possible. Pourquoi aller à 1200 Tesla? Pour se dire, ça y est, à 150 Tesla, tous les spins se sont alignés, la messe est dite, il n'y a plus rien d'intéressant qui va se passer. Alors détrompez-vous, il y a des calculs théoriques, notamment du côté de la chimie et de la chimie quantique, qui montrent que les liaisons chimiques elles-mêmes, ce qui tient les atomes entre eux dans des molécules, pourraient être modifiées à des champs magnétiques très élevés. Également à des pressions très élevées. Quand vous poussez la nature dans ses retranchements et que vous allez dans des situations vraiment extrêmes, les choses se réorganisent différemment. Et il y aurait peut-être en quelque sorte d'autres règles de la chimie qui apparaissent, donc d'autres matériaux, d'autres gaz, d'autres molécules, et tout un nouvel univers qui pourrait se déployer à champs très intenses. Donc ça, c'est une motivation. L'autre motivation, elle vient souvent du côté de l'espace, et du côté notamment de l'astronomie. Quand on va observer des astres, des exoplanètes, des choses dans l'espace, on ne peut pas les se rendre sur place, mais on aimerait bien savoir ce qui s'y passe. Et donc on aime bien simuler en laboratoire les conditions qu'on pourrait avoir dans un soleil, par exemple, ou dans une étoile à neutrons, ou dans une naine jaune, ou je ne sais quoi. Et il se trouve que dans certains astres, dans l'univers, les pressions sont monstrueuses et les champs magnétiques sont monstrueux. Une étoile à neutrons, je ne vous l'ai pas montré, mais je vous la montre maintenant. Je reviens à ma petite échelle. On était parti de l'IRM d'hôpital, c'était déjà pas mal. Hein. On est monté à Grenoble, vous vous souvenez, on était par là à Grenoble. Là, on était à Toulouse. Et là, on est à Tokyo. Une étoile à neutrons, ça commence là en gros. C'est 1 million à 1 milliard de Tesla. Et c'est des pressions également gigantesques. Et donc comprendre comment marchent ces astres, comment marche l'univers dans ces conditions extrêmes, il y a plusieurs manières de le faire. On peut essayer de le calculer, et puis on peut essayer de le simuler en laboratoire. Le seul truc qu'on ne peut pas faire, c'est aller se rendre sur place. Et donc il y a tout un enjeu qui maintenant va dépasser le champ de la physique, qui va être dans le champ de la chimie, qui va être dans le champ de la géologie, comprendre le cœur de la Terre, et qui va être dans le champ de l'astronomie, pour reproduire des conditions extrêmes. Ça va, vous tenez le coup? Et j'en viens à ma troisième extrême du jour. Je vous ai dit, on s'est arrêté à 3. Alors cette extrême-là, elle est un peu plus compliquée que les autres, mais vous allez voir, ça vaut le détour. Il y a plusieurs manières d'être extrême. Vous voyez qu'on peut être bourrin, on écrase, on met des champs magnétiques énormes. On peut être délicat, essayer de faire le meilleur microscope au monde, ou essayer de faire l'objet le plus immobile au monde, ou l'objet le plus rond au monde. Et c'est des extrêmes que j'ai explorés et qui sont incroyables également, et revenez voir un autre exposé pour que je vous les raconte. Mais il y a une autre méthode en physique, c'est être extrêmement précis. C'est vraiment un peu pipeau quand je vous dis ça, mais réfléchissez une seconde. Si vous arrivez à faire une expérience bien plus précisément que les collègues, parfois c'est une autre manière de repousser les frontières du possible et de la compréhension. On peut se dire, là c'est moins motivant, quoi. Autant faire péter un truc et avoir un champ 10 fois plus grand que les autres, c'est marrant. Si c'est juste rajouter un chiffre après la virgule parce qu'on a mieux précisé, mieux mesuré les autres en termes de précision, c'est pas très motivant.
En fait, certaines des plus grandes énigmes qui existent actuellement dans le monde de la physique vont se résoudre en essayant d'aller chercher les chiffres après la virgule. Et je veux finir en vous donnant le plus bel exemple de ça, en vous racontant l'histoire du gaz le plus froid. Et on commence à la naissance de la physique moderne. La naissance de la physique moderne, bon, c'est dur de la dater, mais en gros, on peut dire que c'est fin du XVIe siècle, vers les années 1600. On est en Italie, on est à Pise, on est avec Galilée. Et Galilée va s'attaquer à un certain nombre de problèmes, mais en particulier au problème de la chute des corps. Alors, ce n'était pas Galilée qui avait commencé ça avait commencé dès l'Antiquité, dès la Grèce antique. Aristote avait essayé de comprendre pourquoi les corps tombent plus ou moins vite. Si vous lâchez une plume ou un marteau, le marteau arrive avant la plume. Et donc Aristote avait toute une philosophie pour dire que le corps, il avait quelque chose en lui intrinsèque, qu'il attirait vers la Terre, et selon le type de corps, qu'il soit plus ou moins gros, il allait plus ou moins vite. Et Galilée dit, moi je m'en fiche de la philosophie, ce qui compte pour moi c'est faire de la science, faire de la physique. Autrement dit, c'est trouver une expérience qui ne traduise pas mes propres préjugés, mais qui regarde de façon objective comment tombent les corps. Et donc il essaie de faire l'expérience de la chute des corps. Alors la légende veut qu'il l'ait fait du haut de la tour de Pise, c'est probablement pas vrai. Il a en fait inventé des systèmes à clochettes hyper astucieux sur des plans inclinés pour faire cette expérience proprement. Alors il se trouve qu'il y a des gens qui ont vraiment fait l'expérience au même moment que lui, du haut de la tour, mais pas de Pise, mais de Delphes. Il y a une église à Delphes, et ils ont monté en haut de l'église, et ils ont lâché 2 masses, une en plomb, une autre en plomb, et celle-là, elle faisait 10 fois le poids de celle-là. 10 kilos, 1 kilo. Ils se sont mis en haut de l'église, ils ont dit aux gens en bas, écartez-vous, et ils ont lâché, et regardez bien. Je vous le refais, je suis sûr que vous n'avez pas vu. Si Galilée me voyait, les 2 arrivent en même temps. On se dit, mais qu'est-ce qui s'était passé avec Aristote ? Évidemment, s'il y a des frottements de l'air, il peut se passer plein de choses. Mais si vous contrôlez un peu l'expérience, que vous essayez d'éliminer au plus possible les frottements de l'air, vous allez vous rendre compte que 2 corps tombent exactement de la même manière. Et ça a été vraiment le fondement de la science moderne. Derrière ça sont arrivés Kepler, Copernic, puis bien sûr Newton, qui ont vraiment compris ce qui se passait. En fait, il y a une attraction de la Terre sur les corps qui ne dépend pas de la masse des corps. La masse s'élimine de façon un petit peu magique dans les équations, et fait que finalement, le corps il subit juste l'accélération, la gravité de la Terre, indépendamment de sa masse. Si on me lâche moi et qu'on lâche une plume, mais qu'on fait un peu le vide autour, on va tomber exactement de la même manière. Ça a été testé d'ailleurs sur la Lune. Sur la Lune, il y a un cosmonaute qui a lâché une plume et un marteau, et il a bien vu que les 2 arrivaient en même temps sur le sol parce qu'il n'y a pas de frottement de l'air sur la Lune. Mais ça, c'est 1600, quoi. C'est pas hyper nouveau. Derrière cette expérience arrive Einstein, et Einstein dit « vous vous plantez, la gravité, c'est pas ça. La gravité, en fait, c'est pas une force d'attraction, c'est une déformation de l'espace-temps. » C'est-à-dire qu'en fait, si moi je suis là en ce moment tenu sur cette Terre, c'est pas parce que la Terre m'attire par une force gravitationnelle, c'est parce que la Terre déforme l'espace-temps autour de moi et que je m'y glisse, pour le dire de façon très caricaturale. Mais ce principe, il repose sur le principe d'équivalence qui lui-même repose exactement sur cette expérience. C'est à cause de cette expérience que Einstein fait cette proposition. Et on peut se dire, ça y est, c'est bon, alors là, si Newton l'a fait, Galilée l'a fait, Einstein l'a fait, les plus grands et les meilleurs physiciens de l'histoire, ils sont tous d'accord que les corps tombent indépendamment de leur masse, c'est bon, on s'arrête là. Et d'ailleurs, on enseigne ça dans les écoles depuis des années. Mais depuis quelques années, il y a des physiciennes et des physiciens qui se sont dit « si ça se trouve, c'est pas vrai ». Alors, ce n'est pas juste pour le plaisir d'embêter Einstein, c'est parce qu'il y a un problème fondamental, c'est que cette vision de la gravité, et qui marche incroyablement bien, toutes les expériences qu'on a faites jusque-là la vérifient, elle n'est pas compatible avec la physique quantique. La physique quantique, c'est la physique du monde à toute petite échelle, et à cette échelle-là, la gravité, elle n'a pas l'air d'être quantique, et c'est bien embêtant. Et donc on se dit, mais comment réconcilier la gravité à la Einstein et la gravité dans une vision quantique, où on aurait peut-être des gravitons, on aurait peut-être d'autres effets. Et donc, on essaye de trouver des nouveaux modèles et des nouvelles théories. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, de la théorie des cordes, qui a un certain succès, ou d'autres théories ou d'autres modèles. Alors, comme toujours en physique, ça ne sert à rien de faire des théories juste pour le plaisir. Il faut un test, il faut une expérience, il faut aller dans un labo et mesurer pour voir ce qui est vrai ou pas. Et la plupart de ces théories vous disent qu'à un moment donné, la chute des corps ne va plus marcher. Les corps vont tomber différemment selon leur masse. Alors on peut leur répondre, mais non, à Galilée. Et là, ils vont répondre, oui, bien sûr, jusqu'à 13 chiffres après la virgule. Mais si vous allez regarder peut-être le 14e, le 15e ou le 18e chiffre après la virgule, vous allez voir une variation que prédit notre modèle et que n'avait pas prévu Einstein. Et donc le jeu pour les labos et les expérimentateurs, c'est mesurer à nouveau, en 2025, la chute des corps avec 18 chiffres après la virgule. Alors, comment on fait ça ? Donc là, on est vraiment dans la physique de l'extrême. Donc, première technique, vous refaites exactement comme Galilée. Vous allez en haut de la tour de Pise, mais vous faites le vide. Donc, je vous présente la tour de chute à Bremen, en Allemagne. Elle est très longue, Elle fait 120 mètres. Vous la voyez, là ? Elle dépasse mon cadre. Bon, elle est là, là c'est le bas, là c'est le haut. Donc, c'est une tour de chute, elle porte bien son nom. Donc, vous venez, vous faites tomber des trucs, et elle est entièrement sous vide.
Donc on vous donne un cylindre, on vous dit mets ton expérience dedans, lâche-la, en bas t'inquiète pas, on a mis une énorme bassine de polystyrène, ça va amortir, hein, et mesure ce que tu veux pendant la chute. Donc des physiciens ont évidemment, dans ce cylindre, mis deux objets de masse différentes, on lâchait le cylindre, on laissait tomber, et on regardait lequel arrivait en bas le premier. Et les deux arrivent en bas exactement en même temps. Et vous comprenez bien que exactement, ça ne me suffit pas. C'est exactement avec combien de chiffres après la virgule. Alors là, la chute, elle dure 3-4 secondes. Et donc pendant 3-4 secondes, ils arrivent à 12-13 chiffres après la virgule. Et c'est exactement pareil. Et là, les théoriciens disent « Wow, moi ça ne me suffit pas, j'en veux 18 chiffres après la virgule. » Donc il faut améliorer cette expérience. Alors première technique pour améliorer cette expérience, vous vous dites « Pas de problème, je veux que la chute dure plus longtemps. » Parce que plus longue sera la chute, plus vous aurez de précision pour le mesurer. Donc vous allez dans l'espace, vous mettez un satellite, vous mettez vos deux objets dans le satellite et vous faites tourner le satellite autour de la Terre. Il est en chute libre autour de la Terre. Vous faites ça pendant 5 mois. Donc pendant 5 mois, vous avez 2 cylindres en platine et en titane qui tombent dans le satellite autour de la Terre. Ça a été fait dans la mission Microscope. Et à la fin, vous mesurez lequel arrive le premier. Et la réponse, c'est ils arrivent ensemble. Avec 15 chiffres après la virgule. Ah, ça commence à être embêtant pour les théoriciens, mais ils disent « Ouais, mais vous n'avez pas été au 16e ou 17e chiffre. » Et là arrive mon héros personnel, Ernst Rasel. Donc Ernst Rasel, qui anime une équipe allemande, mais avec plein de Français d'ailleurs dans l'équipe, lui, il a dit « Je reviens à la tour de Brême, mais je ne vais pas faire ça avec des gros cylindres, je vais faire ça avec des atomes. Je vais laisser tomber des atomes. » C'est complètement stupide. On est vachement moins précis avec un atome qui tombe, alors il va tomber, hein, il y a la gravité, mais qu'avec un gros cylindre. Sauf que Ernst Rasel, il est malin, il dit « Je ne vais pas prendre des atomes n'importe comment, je vais prendre un gaz d'atome, et ce gaz d'atome, je vais le refroidir, je vais l'immobiliser. Je vais essayer de piéger les atomes et de les immobiliser. Alors si vous faites ça en physique quantique, là c'est tous vos atomes, si vous arrivez à les immobiliser, à un moment donné, très soudainement, ça va devenir une espèce de nuage flou. On appelle ça un condensat de Bose-Einstein. Soudain, tous les atomes se mettent ensemble et forment une sorte d'atome quantique géant. Incroyable. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce que maintenant qu'il est quantique, vous allez pouvoir exploiter le fait qu'il est quantique pour mesurer sa chute. On appelle ça des interférométries atomiques. L'idée, c'est que vu que c'est une vague, si vous la laissez tomber d'une façon un peu astucieuse, elle va se remélanger à elle-même pendant la chute, et en mesurant ça finement, vous allez gagner 2 ou 3 chiffres après la virgule. Problème, plein de problèmes. D'abord, il faut faire un gaz d'atomes. Il faut les immobiliser avec des rayons laser qui ne bougent plus du tout. Il faut mettre tout ça dans le cylindre, il faut lâcher pendant 4 secondes, et après, il faut tout récupérer. Ils ont mis des années à développer ça, et l'astuce qu'ils ont eue, c'est de miniaturiser tout. Donc, ils ont tout mis dans une espèce de petit chip, de petit microprocesseur, vous voyez. Ils ont mis ce microprocesseur là-haut et ils l'ont fait tomber. Et là arrive mon moment favori, c'est l'article de Ernst Rasel. Je vous montre l'article parce que j'en crois pas mes yeux de cet article. Il est là. Alors là, lui, cet article, vraiment, c'est l'article le plus gonflé du monde, je trouve, avec le titre le plus invraisemblable du monde. Donc le titre, le voilà. Collective Mode Enhanced Wave Optics. Matter Wave Optics. Bon, en gros, on a fait une onde quantique et on a réussi à la rendre collective, quoi. Vraiment, on n'a pas envie de le lire, l'article. Hein. Sauf les spécialistes. Bon, allez, il faut être courageux, on va aller voir la première page. En première page, il vous montre le dispositif avec le microprocesseur, tout ça, voilà. Et puis il vous montre la chute, il vous montre le gaz pendant la chute, en vous le dessinant d'une façon un peu particulière. Voilà, c'est une espèce de nuage coloré, vous le voyez? Et là, il vous dit, ah bah alors là, on a vraiment bien réussi à l'immobiliser, regardez, il est à 38 picokelvin. Les kelvins, c'est ce qu'on aime bien utiliser, nous les physiciens, pour la température. Ce gaz-là, moi j'en croyais pas mes yeux, je pensais qu'il y avait une faute de frappe dans l'article. Ce gaz est à 38 millièmes de milliardième de degré du zéro absolu. Si je reprends mes échelles, dont maintenant vous avez l'habitude, nous, là, dans cette pièce, en ce moment, on est à 300 Kelvin, on est par là. Là, c'est le Soleil. Là, c'est l'endroit le plus froid dans la galaxie, dans la Voie lactée, même dans l'univers, vers 1 Kelvin. Lui, en ce moment, il est là. Il est 1 milliard de fois plus froid dans ce gaz que n'importe où dans l'univers à l'état naturel. Et donc moi, je l'ai appelé pour faire un zoom, je lui ai dit « Waouh, c'est incroyable ton truc, Ernst, t'as le record du monde du froid », il s'en était pas rendu compte. Il dit « Oui, bon, tu sais, moi je m'en fous un peu, ce qui compte pour moi, c'est la chute des corps ». Moi, j'en revenais pas, je pensais que ce qui comptait pour lui, c'était la température. Il avait le gaz le plus froid au monde dans ses mains, et il l'a lâché du haut de la tour de Brême pour voir comment il tombait. Et en plus, le résultat est tout pourri, il n'arrive pas du tout à bien mesurer la chute des corps, il est moins bon que la station Microscope. Donc là, moi, je trouvais que c'était la déprime complète. Mais alors lui, Ernst, il rebondit, il dit « Oui, mais t'inquiète pas, là, on est en train de faire des fusées. » Je dis « Comment ça, des fusées ?» Alors, ils ont des fusées qui font 10-15 mètres de haut dans leur labo, et puis ils les balancent en proche atmosphère pour faire une chute plus longue. Et puis il dit « Puis t'inquiète pas, on est en lien avec l'ISS, et on est en train de faire des mesures dans l'ISS. » Donc dans l'ISS, ils ont un labo de physique quantique pour faire tomber des atomes. Je dis « Ah bah alors ça y est, c'est génial, c'est comme Microscope et tout et tout. » Il me dit « Ah non, parce que l'ISS, c'est naze, ça vibre à mort. C'est juste pour montrer qu'on est capable de le faire, pour qu'on nous paye un satellite. »
Le but de Ernst Strassel, c'est mettre son condensat dans son satellite, le laisser tomber autour de la Terre pendant quelques mois et avoir la meilleure expérience au monde de chute des corps pour enfin résoudre ce mystère fondamental. Est-ce que la chute des corps, c'est comme Galilée, Newton et Einstein le pensent ou pas? Et donc vous voyez, on est clairement dans les extrêmes, la température la plus basse, les technologies les plus incroyables, la quantique la plus raffinée, et puis des dispositifs délirants, une tour de 120 mètres de haut, un satellite, l'ISS, la Station spatiale internationale, et tout ça pour arriver à gratter un ou deux chiffres après la virgule. Et si on regarde ça avec du recul, on peut se dire quand même, ils charrient les physiciens et les physiciennes, ils perdent beaucoup d'argent quand même, parce que ça coûte beaucoup d'argent pour faire ça, et est-ce que c'est vraiment crucial? Eh bien c'est crucial parce que c'est quand même derrière cette expérience que se cache la théorie la plus fondamentale de l'univers qui nous échappe pour l'instant encore, qui est de comprendre comment la relativité générale et la physique quantique peuvent se marier. Et j'en viens à ma conclusion. Qu'est-ce que j'ai comme conclusion à vous proposer? Première conclusion, c'est pas facile de faire de la physique de l'extrême. C'est vraiment nul, ma conclusion. Si je reprends mes trois expériences, le point commun entre ces trois expériences, c'est que c'est beaucoup de technologie, et de la très haute technologie. L'autre point commun, c'est que c'est des échelles de temps hallucinantes. Pour arriver à la moindre de ces expériences, et ça, j'ai retrouvé ça dans toutes les expériences que j'ai pu explorer pour mon bouquin, il vous faut au moins 10 à 20 ans. 10 à 20 ans de travail, et pas seul, avec plusieurs équipes dans le monde entier qui s'entraident, qui sont en compétition, et qui, les unes après les autres, arrivent à rajouter une petite pièce au puzzle pour finalement faire la manip extrême finale. Donc c'est une physique très exigeante, coûteuse, où il faut une patience incroyable, mais qui ouvre des portes fabuleuses. Et on peut se poser la question à la fin, finalement, est-ce que ça vaut le coup? Alors moi, physicien, évidemment, je vous dis, bien sûr que ça vaut le coup, quoi. 150 Tesla, mais on les veut, évidemment. Mais le grand public peut légitimement se dire, quand même, on a une crise actuellement environnementale monstrueuse, on a plein d'autres crises sur la planète sociétale notamment monstrueuses, est-ce que vraiment il faut mettre notre énergie là-dedans? Est-ce qu'il faut mettre notre argent là-dedans? Ça coûte cher, ces trucs-là. Alors, je suis un peu embêté. Au début, j'avais une réponse qui était, ah oui, mais ça permet de développer plein d'applications au passage. Bon, honnêtement, pas tant que ça. Un peu, mais pas tant que ça. La tour de vide, elle vous aide à faire du vide, mais on savait déjà faire du vide. Donc, je ne trouve pas que ça soit le bon argument. Le deuxième argument, c'est ça va former des scientifiques exceptionnels, parce que se frotter à ces expériences-là, ça vous forme à un niveau incroyable. Et ces physiciens et ces physiciennes, ensuite, ils vont rayonner dans le monde de la recherche et du développement, par exemple, et eux, ils vont vraiment ajouter et créer souvent des innovations fortes. Et effectivement, la plupart des gens qui ont fait des grandes innovations ces 50 dernières années avaient, par exemple, avant, un doctorat. D'accord? C'était frotté à cette physique de l'extrême, parce qu'un peu quelque physique qu'on fasse en laboratoire, si on est au niveau des recherches de pointe, on est dans l'extrême. Donc du point de vue de la formation, ça peut avoir du sens. Un autre truc qu'on pourrait trouver intéressant dans ces expériences, c'est que ça demande des collaborations internationales et des modes de décision collectifs incroyablement robustes, alors que clairement, ils se détestent tous entre eux, ils veulent tous gagner. Et ils arrivent pourtant collectivement à décider ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et à décider un peu de ce qui devient une vérité scientifique ou pas. Et ça, je pense qu'on pourrait s'en inspirer collectivement pour toutes les grandes décisions qu'on va prendre. Mais au fur et à mesure que j'avançais, moi, dans mes réflexions et dans quel est le bon argument pour défendre cette physique-là, notamment auprès des politiques, en leur disant « mettez les quelques milliards qu'il faut pour défendre ça et que ça ne disparaisse pas », je me suis rendu compte qu'en fait, le meilleur argument, celui qui, moi, me touche le plus, c'est que ça ne sert à rien et c'est pas grave. Il est pourri, mon argument. Mon argument, c'est qu'il y a clairement des enjeux pour lesquels il faut se battre, et il y a clairement des choses qu'il faut faire très vite dans nos modes de consommation, dans nos modes de vie, pour affronter la crise en cours. Et ça, je pense qu'on en est tous conscients à des degrés divers. Et ces expériences, elles sont catastrophiques en CO2, par exemple. Mais je pense qu'il y a certains terrains qu'il faut protéger. Nous, humanité, il faut se demander un peu aussi pourquoi on se bat. Pourquoi est-ce qu'on essaye d'avancer tous ensemble et qu'on essaie d'être peut-être raisonnables tous ensemble pour survivre, parce qu'il y a une question de survie pour nous. Et j'ai l'impression que de ce point de vue-là, moi, j'ai envie de défendre, par exemple, la place de l'art. Je n'ai pas envie que l'art disparaisse, alors qu'il ne sert absolument à rien pour affronter la crise climatique et écologique. Et exactement de la même manière que j'ai envie que l'art survive, parce que je trouve que c'est une grandeur de nous, les humains, et je trouve que ces quelques humains qui vont se frotter aux frontières du possible, aux frontières de l'univers, il faut les préserver, il faut leur laisser une petite coquille dans laquelle ils peuvent s'amuser, ils peuvent jouer, parce que c'est ce qui fait aussi notre grandeur collectivement. Et là, j'ai mon petit effet final. Merci. Bravo, merci beaucoup, Julien Maubreuil. Vous êtes nombreux dans cette salle. Il nous reste 4 petites minutes pour prendre quelques questions dans la salle. J'imagine qu'il va y en avoir des questions pour Julien Maubreuil. Tout le monde est bluffé, tout le monde est scotché. Allez-y, madame. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Petite question,
est-ce que de ces 3 exemples de l'extrême, il y a des applications concrètes que vous pouvez nous donner? Vous m'emmenez là où j'ai pas du tout envie que vous m'emmeniez. Alors, par exemple, le champ des hautes pressions, ça a permis de développer tout le champ de la chimie sous pression. C'est ce qui a permis de faire tous les engrais azotés, par exemple, au début du XXe siècle. Donc, qui a sauvé la vie à quelques millions de personnes par rapport à la famine. Donc, si on prend un peu de recul, développer des technologies haute pression, par exemple, ça a vraiment du sens à l'échelle de la société. On parle des basses températures plus généralement. C'est ce qui nous a permis d'inventer quand même le frigo et la façon de conserver les aliments et toutes les techniques de cryogénie derrière. Mais honnêtement, aller refroidir un gaz à 38 picokelvin, ça ne sert à rien à personne. Alors j'exagère un peu. Il y a toutes les technologies quantiques, et là c'est le super enchaînement vers le speech à 16h30, je crois, de Gilles et Alain, qui eux vont vous dire que, évidemment, ces technologies, elles servent. Exemple, cette chute d'atomes en interférométrie, on s'en sert maintenant en haut des volcans pour détecter l'activité en termes de gravité sous la surface du volcan et essayer de deviner quand va avoir lieu une éruption. Et donc l'interférométrie atomique, dont on pouvait se dire vraiment c'est un plaisir de physicien qui ne sert à rien à personne, les géologues l'utilisent maintenant pour détecter des fines variations de gravité et essayer d'anticiper par exemple le mouvement d'un magma sous le sol d'une éruption volcanique. Donc on ne peut pas dire à l'avance si ça va servir ou ça ne va pas servir. Mais mon intuition, c'est que les gens qui font ces découvertes et ces expériences-là, ils se fichent des applications, ils avancent parce que ça leur fait plaisir, que c'est leur curiosité intellectuelle, et c'est à d'autres de s'en emparer derrière. Et si ça ne sert à rien à la fin, c'est pas grave. Merci pour cette réponse. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Monsieur, au 4e rang. Le micro vient à vous. Si vous avez la possibilité de vous lever, comme ça tout le monde vous voit bien. Merci. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cet instant à la fois scientifique et ludique. Vous avez parlé de 12 expériences, donc on a eu le droit à 3 sur 12. Quelle est la 13e ou quelle est la 13e à venir? Numéro 13. En fait, chacune de ces expériences, à la fin, elle débouche sur une 13e. C'est-à-dire que quand on regarde les pressions, quand on regarde des objets immobiles, etc., à chaque fois, ça nous donne l'idée d'une expérience ensuite. Pour vous donner un exemple, par exemple, là on a parlé d'atomes, on a parlé de gravité. Il y a un des grands rêves, on sait intriquer des atomes, ça a un aspect qu'il a démontré, vous le racontera après, mais on sait intriquer des atomes, et il y a une vraie question de est-ce que la gravité pourrait intriquer les atomes? Est-ce que la gravité est quantique? Et donc il y a plein de gens qui essayent actuellement de fabriquer des objets qu'on pourrait intriquer grâce à la gravité. Et ça, c'est une des questions qui, moi, personnellement, m'excite le plus. Et il y a plein de façons qu'on peut avoir de faire ça, plein d'idées de faire ça, et plein de techniques qui se développent actuellement. Par exemple, d'essayer de rendre des objets absolument immobiles pour ensuite les manipuler dans leurs états quantiques fondamentaux. Et c'est des trucs qu'on sait faire depuis quelques années, à peine. Donc on est vraiment au début de toute cette physique-là, de manipuler des objets dans le vide, jouer avec, les rendre quantiques, et jouer avec cette physique quantique. Donc voilà, moi, ma 13e, ça serait celle-là. Une dernière question dans le public, dans la salle? Monsieur ou madame? Je vous laisse faire le choix. Allez-y, allez-y, madame. On vous écoute. Allez-y, madame, on vous écoute. Madame, allez-y. Ah bah, trop tard. C'est pas une dame, non. Bon. Écoutez, oh là là, pardonnez-moi, contre-jour, c'est compliqué, je suis désolée. C'était tellement passionnant que j'ai envie de vous poser une question de blaireau. Comment peut-on comparer les propriétés au niveau de la physique conventionnelle par rapport à celle de la physique quantique, puisque par définition, dans la physique quantique, on ne voit rien? Ouais, mais dans la physique pas quantique, on ne voit pas grand-chose non plus. Hein. Par exemple, là, moi, je ne vois pas l'infrarouge sur cette pièce, je ne vois pas les ondes électromagnétiques autour de moi, et elles ne sont pas forcément quantiques. Donc cet argument de dire on ne voit pas, donc on ne comprend pas, le jeu des physiciens, c'est de se doter de super-pouvoirs. C'est-à-dire que ça a toujours été d'essayer de voir l'invisible, de voir l'infrarouge, par exemple. Hein. William Herschel, il met un thermomètre, et soudain, il voit un truc que personne n'avait vu avant lui, c'est une lumière qui chauffe. Et donc, la physique quantique n'échappe pas à la règle, mais je dirais qu'elle n'est pas forcément pire que les autres. Ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'on ne la comprend pas et qu'on ne peut pas en avoir une intuition. Maintenant, c'est compliqué pour d'autres raisons. C'est parce que les phénomènes qu'on voit à l'échelle quantique sont contre-intuitifs. Ce n'est pas qu'on ne les comprend pas, hein, c'est qu'ils sont contre-intuitifs. Et donc, il y a tout un travail, et moi, ça, c'est le travail qui m'amuse et auquel je me livre avec les designers, qui est d'essayer de vous le rendre intuitif, d'essayer de vous le faire sentir à la limite toujours de la rigueur. Tous les physiciens et physiciennes dans la salle me regardent en me disant à quel moment il va dire qu'un objet est superposé dans deux états au lieu de dire que c'est la fonction d'onde, etc., etc. Donc voilà, il y a ce jeu de vocabulaire et autres, parce qu'à la fin, on aimerait avoir des maths pour vous expliquer fondamentalement ce qui se passe. Mais donc, je trouve qu'il y a un enjeu très intéressant pour un peu tous les gens qui essaient de vulgariser actuellement, qui est de se dire quels outils on va trouver pour vous faire sentir des choses, même si elles sont impalpables et invisibles, et vous les rendre aussi naturelles que ce que vous avez autour de vous dans la vie de tous les jours. Vous permettre de vous développer une petite intuition de ce qu'est une énergie, de ce qu'est la physique quantique, de ce qu'est l'astronomie, etc., etc. Et c'est le travail que nous, on essaie de faire. Et vous voyez, une des façons de faire, c'est d'utiliser des vrais objets. Moi, je crois beaucoup au fait d'utiliser du papier, du bois, de sortir un peu du monde du numérique pour essayer de vous faire sentir, avec des métaphores, avec des analogies, comment ça se passe à toute petite échelle.
Merci beaucoup, Julien Bobroff, pour ce Merci. grand moment autour de l'infiniment petit. Et je précise que Julien Bobroff sera en dédicace dans le hall de l'EDF Lab dans un instant et que vous pouvez évidemment le retrouver sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube, là où vous êtes très très actif. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans un petit instant. À bientôt.